Bonjour Éric Coquerel. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, également député LFI de Seine-Saint-Denis. Votre parole est importante en ce jour. Il y a une motion de censure tout à l'heure sur le budget, un budget qui ne satisfait pas grand monde, Éric Coquerel. Et pourtant, tout cela risque de passer selon toute vraisemblance. Les socialistes et le RN ne votant pas la censure, est-ce que à cette heure-ci, vous en appelez à des dissidences, notamment au sein du Parti socialiste? À cette heure-ci, j'appelle tous les opposants à voter pour la censure, donc contre le budget. Pourquoi? Tout simplement parce que vous le savez, le budget, ça détermine si vous êtes dans une majorité ou dans une opposition. C'est le texte décisif. Et à partir du moment où il y a un 49-3, la seule façon de s'opposer au texte, c'est la motion de censure. Que ce soit les socialistes ou même d'ailleurs le Rassemblement national, pour des raisons différentes. L'insoumis que vous êtes appelle aussi les dissidences au sein du RN. J'appelle les opposants quelque part à être... à respecter leur engagement devant les électeurs. Bien. Et donc, sur nos bases qui sont... la motion de censure va être sur nos bases. La critique du budget, elle va être sur nos bases. Oui, ça ne me pose pas de problème d'en appeler à tous. Pourquoi? Parce que je regarde l'intérêt général du pays. L'intérêt général du pays, c'est que ce budget ne passe pas, parce que c'est un mauvais budget, récessif, d'austérité, qui fait toujours la part belle en réalité aux plus riches et aux très grandes entreprises, au détriment de tous ceux qui travaillent. Donc je trouve que mon rôle est de faire en sorte qu'il ne soit pas adopté. Et rentrons dans le détail, Éric Coquerel, vous dites pour l'intérêt général, mais chacun voit l'intérêt général du pays différemment. Par exemple, pour le Parti socialiste, les concessions ne sont pas anodines. Sur le fond, abandon du déremboursement des médicaments, annulation de la suppression des 4000 postes dans l'éducation, augmentation du budget de l'hôpital public. Moi, je ne peux pas croire que vous y êtes opposé. Mais oui, mais malheureusement, c'est la façade. Alors déjà, il y a beaucoup de choses de ce qu'a proposé M. Bayrou qu'on avait gagné avec la censure. D'accord? C'était, par exemple, l'augmentation des taxes sur l'électricité, vous savez, qui était un point, ils avaient dû le lâcher, ou l'indexation des retraites, on l'avait gagné avec la censure. Donc c'est pas M. Bayrou qui fait des concessions. Les concessions de M. Bayrou, elles sont infimes, et en réalité, elles sont à chaque fois avec des contreparties. Je donne juste un exemple, vous allez comprendre. 4000 postes d'enseignants préservés, c'est 50 millions pour l'État. Bon. Mais d'un autre côté, le même M. Bayrou baisse de 225 millions d'euros le budget de l'éducation nationale. Voilà. Donc tout est comme ça. Donc en fait, en réalité, c'est des fausses concessions. Ça reste un budget qui est plus austéritaire que celui de M. Barnier, parce qu'il baisse les dépenses publiques de 6,5 milliards de plus que M. Barnier. Et ça, c'est la vie des Français qui va être impactée tous les jours en éducation, logement, travail, etc. Mais Éric Coquerel, quand même, par rapport à un autre spécialiste, vous êtes un spécialiste de ces questions-là. Il y a un autre spécialiste qui était sur ce plateau il y a quelques jours, que vous connaissez bien. Il n'est pas de votre parti, mais vous entendez bien avec lui. Oui. C'est Charles de Courson, rapporteur justement du budget. Il dit, mais pas du tout. C'est pas un budget d'austérité. Contrairement à ce qu'assure le gouvernement, les dépenses publiques continuent d'augmenter avec une hausse, écoutez bien, de 27 milliards d'euros par rapport à 2024. Non, si c'est une austérité, elle est douce. Comme vous l'avez dit, on s'entend bien parce qu'on a le respect du Parlement chevillé au corps tous les deux. Voilà. Mais par contre, on n'est pas d'accord sur le plan politique. En fait, si vous voulez, pour bien comprendre, moi je regarde les moyens de l'État. Ça s'appelle le périmètre de l'État. D'accord? Et j'ai les mêmes chiffres que le gouvernement. C'est-à-dire ce qui permet à l'État de fonctionner, d'investir, de subventionner les associations. Et ça, ce périmètre-là, très clairement, il baisse de 24 milliards d'euros, je parle juste du budget de l'État par rapport à 2024, donc c'est un budget d'austérité. Charles de Courson, pour aller vite, par exemple, je vous donne un exemple, il regarde l'intérêt de la dette. Alors effectivement, l'intérêt de la dette augmente. C'est pas rien. Dépenses, oui. Mais vous comprenez que ça, c'est pas les services rendus aux Français. On va dire que dans les services rendus aux Français, dans ce que fait l'État, il y a une baisse considérable de budget, donc c'est un budget d'austérité. Et d'ailleurs, la ministre Montchalin, c'est un des seuls points d'accord que j'ai avec elle, revendique que c'est le budget le plus austère depuis 25 ans. Mais alors, autre point de désaccord, qu'est-ce que vous répondez, Éric Coquerel? Et ici, encore à votre place hier, Jordan Bardella, il dit, moi je ne veux pas ajouter l'incertitude à l'incertitude, le chaos au chaos en votant une nouvelle censure. Oui, mais ça, c'est tous ceux qui veulent que la politique de M. Macron continue jusqu'en 2027. M. Bardella fait partie de ces gens-là, très certainement, parce que il a très envie qu'il n'y ait pas une accélération des processus politiques. Vous savez que nous, on demande la démission de M. Macron. Lui, il ne la souhaite pas parce qu'il se dit que 2027, c'est peut-être son tour par rapport à Mme Le Pen. Est-ce qu'il y aura un chaos? Je pense que c'est ça qui le guide. Mais ça ne doit pas être ce genre de choses. Aujourd'hui, il faut bien comprendre, il y a un budget. Il faut qu'ils arrêtent de nous dire ça. Il y a une loi spéciale qui a été votée. Elle permet de dupliquer les budgets de 2024 cette année. Et il y a un pays qui fait ça depuis 3 ans. Elle est très restrictive, non, cette loi spéciale. Elle est très restrictive parce que le gouvernement l'a voulu ainsi. Le gouvernement a choisi
d'avoir la vision la plus restrictive du budget. Je donne un exemple, ça a fait la une de l'actualité hier. Les emplois de service civique. Voilà. Alors les communes nous disent « Ah, mais on n'a pas de visibilité, on ne sait pas, etc. » Mais c'est le gouvernement qui a décidé de ne pas prendre les subventions votées en 2024, qui existaient, la ministre le reconnaît, et de les dupliquer en 2025. C'est un choix qu'ils ont fait pour après nous dire, vous voyez, il n'y a pas de budget, c'est une catastrophe. Mais ce serait d'un cynisme incroyable, c'est-à-dire décider de couper les crédits pour dire ensuite... Mais je vous rappelle que c'est les mêmes qui nous expliquaient qu'avant la première censure, si on la votait, les fonctionnaires n'allaient plus être payés et les cartes vitales n'allaient plus fonctionner. Vous avez vu que tout ça n'a pas existé. Voilà, il n'y a pas une pluie de sauterelles sur le pays. Et là, c'est la même chose qu'on nous fait. La seule différence, c'est que cette fois-ci, il y a des opposants, je pense au Parti socialiste, je pense à des gens comme M. Bardella, qui, pour quelque part avoir le prétexte de ne pas voter la censure, abondent à ce récit. Et c'est un faux récit. Il y a un budget, que les gens ne s'inquiètent pas. Mais alors, que les gens ne s'inquiètent pas, mais ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin, M. Coquerel, est-ce que vous pouvez leur dire, je veux dire les yeux dans les yeux, qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts si le budget ne passe pas? Alors là, une chose facile... Pas d'augmentation d'impôts. Vous avez cité Charles... il n'y a pas de problème. Vous avez cité Charles de Courson, d'accord? Tous les deux, on a fait une proposition au gouvernement en décembre. On leur a dit, écoutez, il y a des mesures qui font l'unanimité au Sénat et la majorité. On fait passer une loi d'urgence, par exemple sur cette histoire d'indexation des barèmes d'impôts, et puis voilà, ça passe, comme ça on arrête d'inquiéter les gens pour rien, puis après on discute du budget. Voilà, ça c'est toujours possible. Si aujourd'hui le budget était censuré, le gouvernement demain peut très bien faire passer cette loi d'urgence, ça s'appelle DDoF, je ne vous embête pas avec les acronymes, voilà, et faire en sorte qu'en 4 jours c'est voté à l'Assemblée, puisque nous sommes tous d'accord. Donc qu'ils arrêtent de faire peur. C'est eux qui organisent le sabotage de leur propre budget pour inquiéter et pour faire en sorte qu'on se dit vaut mieux un mauvais budget que pas budget du tout. Mais c'est un faux choix. Et ça veut dire que tout à l'heure, tous ceux qui ne voteront pas la censure sur le budget, qui est, rappelons-le à nos téléspectateurs et auditeurs, la seule manière de s'opposer à un budget en cas de 49.3, ça veut dire que vous les considérez, Éric Coquerel, comme des appuis au gouvernement? Très clairement. Le RN et le Parti socialiste des appuis. Mais très clairement, c'est ce qui détermine si vous êtes en soutien ou contre un gouvernement. Si vous ne votez pas la censure, vous laissez passer un budget dont je vous rappelle qu'il a des conséquences très graves. Par exemple, pour les prix non réglementés de l'EDF, pour tous les gens qui ont des prix non réglementés, ça va faire 8 à 9% de prix de l'électricité. Par exemple, pour les auto-entrepreneurs, les toutes petites boîtes qui ont jusqu'à maintenant, qui ne collectent pas la TVA jusqu'à maintenant en dessous de 37 000 ou 85 000 euros, on va la baisser à 25 000. Ils vont être dans des problèmes administratifs sans fin. Ils vont devoir augmenter leur prix et donc la plupart ou beaucoup vont terminer à fermer la porte de leur boutique ou de leur petite boîte de service. Tout ça, c'est dans le budget. Ce budget, c'est un show-strap à austérité. Et par contre, ça protège les plus riches, les grandes entreprises, parce que vous avez remarqué que les taxes sur ces boîtes, c'était 2 ans avec Barnier, et là c'est plus qu'1 an. Et pourtant, une partie de la gauche, parce que les socialistes restent de gauche, va quand même ne pas voter cette censure. Alors, certains de vos collègues ont eu des mots forts, les qualifiant de traîtres. Moi, je me dis, si vous qualifiez vos anciens amis de traîtres, qu'est-ce que vous pensez de vos adversaires ? C'est pas le terme traite, il est très clair. C'est qu'on a un engagement, on a pris un engagement dans les électeurs. Excusez-moi, pour moi c'est important, d'accord ? On est élu sur un programme. Première ligne, on s'oppose au macronisme. Et là, on va permettre de le perpétuer. Donc ceux qui ne votent pas la censure trahissent leur engagement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je le regrette. Et c'est pour ça que là, ce matin, on est à 8h20 à peu près. Voilà, j'appelle les députés socialistes à rompre les rangs, à ne pas écouter les consignes de leur parti et à respecter leur mandat qu'ils ont pris devant leurs électeurs. Et puis on verra bien à l'arrivée qui aura trahi ses engagements ou qui ne l'aura pas. J'espère que suffisamment l'auront fait pour que la censure passe. Je le crois encore, je l'espère encore. Je sais que la question vous est posée, mais là, vraiment, elle devient cruciale. Si tout à l'heure, le Parti socialiste vote comme un seul homme ou comme une seule femme, je crois pas. Pourtant, en réunion de groupe, c'était à l'unanimité. Ouais, mais vous verrez qu'il y aura des dissidences. Bon, le NFP est mort. Non, le Parti socialiste ne fera plus partie du NFP. Parce que je vous rappelle que les communistes, écologistes et insoumis vont voter ensemble la censure. Mais au fond, M. Coquerel, pourquoi c'est LFI qui serait le seul maître à bord? Pas du tout, je viens de vous citer 3 groupes qui vont voter ensemble la censure, donc on n'est pas seul maître à bord. On est seul maître à bord. C'est le programme qui est seul maître à bord. C'est ça qui nous engage. Vous savez très bien qu'à force de ne pas respecter les programmes, les gens en ont eu marre de la politique. Ils se sont détachés de ces partis, de ces hommes politiques. En fait, la NFP, c'est une alliance. Qui leur disent, par exemple, notre ennemi, c'est la finance, puis qui font tout l'inverse. Je dis ça parce que M. Hollande, une des raisons pour lesquelles le Parti socialiste est en train de bouger, c'est le poids que M. Hollande reprend dans le Parti socialiste. Bon, ça, les gens n'en veulent plus. Et là, j'allais dire tout à l'heure, se joue un peu cette question. Est-ce que la gauche
que nous avons reconstitué avec le nouveau Front populaire. Est-ce que la gauche respecte ses engagements ou pas? Bon, je pense que si le socialiste ne le fait pas, c'est eux qui en paieront les conséquences. Mais aujourd'hui, Éric Coquerel, quel bilan vous faites de votre stratégie politique, électorale? Il y a très peu de chances pour que vous renversiez malgré tout le gouvernement tout à l'heure. Les socialistes ont rompu, ont pris leur distance avec vous. Vous avez été défait à Villeneuve-Saint-Georges après avoir, pour certains, fanfaronné. Est-ce que vous ne voyez aucun signal d'alerte qui s'allume? Non, à Villeneuve-Saint-Georges, on a fait grimper le résultat de la gauche au deuxième tour des municipales de 10 points. C'est pas si mal. La défaite est une victoire. Non, oui, je sais. Reprenez pas les trucs de Ruffin comme ça. Je ne reprends pas, je cite... Oui, oui, mais il ferait mieux des fois d'arrêter de tirer contre son camp, François. Mais c'est un peu quelque chose qu'il pratique depuis trop longtemps. Donc, arrêtons avec ce genre de choses. On a augmenté le résultat de 10 points. Je ne dis pas que c'est suffisant, je ne dis pas que c'est une grande victoire, mais c'est pour nous un acquis. Mais surtout, moi, ce que je considère, c'est que la bataille que nous menons, je vous rappelle, elle part d'un point, c'est qu'en juillet dernier, nous étions la coalition arrivée en tête. Et aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent sont illégitimes parce que jamais ils auraient dû continuer à appliquer leur politique. Voilà, cette bataille-là, on va continuer à l'amener. J'espère qu'on va continuer à l'amener tous ensemble, que le Parti socialiste va revenir sur sa décision, en tout cas avec les députés socialistes. Si ce n'est pas le cas, on le fera avec tous ceux qui restent fidèles à leurs engagements et vous verrez qu'à la fin, ça marchera. Bataille politique, bataille culturelle également. Hier encore, Jean-Luc Mélenchon à Nantes a appelé au grand remplacement. Je cite, ah oui, vous écoutez votre patron quand même. Non, pas tous les jours, mais souvent, oui, ce week-end notamment. Ça vous a échappé? Il a parlé de grand remplacement. Discours que vous avez dû entendre. Comment? Il m'arrive de citer Jean-Luc Mélenchon dans le texte. Il a parlé de grand remplacement. Il appelle à un changement des populations dans les territoires ruraux. Vous reprenez le mot d'ailleurs qu'emploie M. Mélenchon, de grand remplacement? Écoutez, là, vous me la sortez du contexte. Vous pouvez me faire confiance. Allez-y, continuez. Je ne sais pas. Est-ce que on peut peut-être retrouver l'extrait et le passer tout de suite? Non, mais oui, non, mais allez-y, posez-moi la question. Vous avez été l'un des théoriciens d'ailleurs de cette créolisation express. Ma question, est-ce que vous appelez un grand remplacement des populations, des mœurs, de la culture française? Je vais reprendre les propos de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'il a utilisé ce terme, mais dans quel cadre. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une nouvelle France. Par exemple, en 1958, un Français sur 10 avait un grand-père, un grand-parent étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. D'accord? Et je peux vous redonner beaucoup d'éléments comme ça. En 58, 50% des Français habitaient dans les villes, aujourd'hui 80%. Donc effectivement, il y a un nouveau pays, une nouvelle France, des nouvelles générations qui n'ont ni les mêmes modes de vie, j'allais dire, qui ne sont pas... Parce que ce que je viens de vous déterminer, par exemple... Pardonnez-moi, l'assimilation, c'est épouser les modes de vie du pays dans lequel nous sommes. Mais les modes de vie du pays, c'est pas... Il n'y a pas des modes de vie du pays hérités, il y a ce que le pays est. Non. Il n'y a pas de mode de vie, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de culture. Et vous savez très bien que notre nation est basée sur un fait politique, l'adhésion à la République. On est français, la carte d'identité française fait qu'on n'est pas français parce que on aurait une culture issue de plusieurs centaines d'années. On est français parce qu'il y a un moment donné, on considère que c'est un fait politique, on appartient à la République et on est français à part entière. Il n'y a pas de français de papier, pas d'autres français. Il y a la République, il y a aussi la nation. La nation se définit sur une langue, sur une culture. Non, pas du tout. La nation se définit sur la citoyenneté en France. Justement, elle ne se définit pas sur des conceptions ethniques. Vous savez que c'est la différence notamment avec l'extrême droite. Je suis pour la nation telle qu'elle est héritée depuis la Révolution française et même avant. Est-ce que vous êtes pour la désassimilation? Et à partir de là, cette nation-là, c'est les gens qui la composent, qui la font vivre, la font évoluer. Et aujourd'hui, par rapport au passé, il y a des évolutions. Quand vous avez, par exemple, un pays où la paysannerie, en 1945, représentait à peu près 50% de la population active, aujourd'hui elle représente 2%, inévitablement, ça crée des différences. Je ne juge pas en termes de valeur, je dis que ça crée des différences, et c'est ça que nous appelons la nouvelle France. Pour tous ceux qui viennent d'ailleurs, et j'en fais partie, est-ce que vous leur dites, venez comme vous êtes, ou est-ce que vous leur dites, il y a des mœurs, du moment où je vais terminer la question. Il y a une histoire partagée, etc. Est-ce qu'il faut s'assimiler et partager cette même histoire? Non, il faut partager les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi culture, mœurs et code culturel? Je ne sais pas ce que c'est, culture, mœurs. Expliquez-moi. La culture française, par exemple, vous l'expliquer, par exemple, dans la culture française, à vous. Dans la culture, vous êtes plus jeune que moi, dans la culture française, moi je suis né, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de rock en France, le rock, etc., n'existe pas. Bon, vous avez vu aujourd'hui que c'est des formes de musique, le rap n'existait pas, donc vous voyez bien que cette culture, elle évolue. Elle évolue aussi en fonction... Je n'oserais pas vous donner une définition, elle évolue aussi en fonction, j'allais dire, d'une mondialisation aussi au niveau de tout ce
qui nous vient de l'étranger, et c'est pas plus mal. Le tout, c'est que quelque part, le creuset dans lequel tout ça se passe, c'est le creuset politique de la République. Liberté, égalité, fraternité. Voilà ce qui, pour moi, fait la nation française et ce qui fait notre fierté dans le monde. Monsieur. Égalité homme-femme, un certain esprit français, le droit au blasphème, tout ça fait partie de la culture française. Par exemple, les femmes, comme vous dites, les femmes dans les années 60 ne pouvaient pas avoir un compte chèque, par exemple, à leur nom. Et aujourd'hui, elles peuvent se balader tranquillement dans les rues. Je vous rappelle, la contraception était interdite. Vous voyez bien que tout ça, ça fait des évolutions qui permettent justement, au moins d'avoir les conditions matérielles, c'est pas encore malheureusement réalité, de l'égalité. Bon, tout ça fait évoluer une population. Et ça, c'est plutôt positif. Permettez-moi, alors pour finir, de saluer un grand Français, écrivain français détenu depuis 81 jours, Boualem Sansal, qu'il faut libérer. Merci de le dire. Vous n'êtes pas en accord avec certains dans votre groupe? Si, je suis en accord avec les positions du groupe, qui est de dire qu'il doit être libéré et qu'il y a d'autres personnes comme ça que dont la France devrait exiger des libérations dans le monde. Voilà, et je pense qu'on doit toujours être du côté de la liberté d'opinion. Rima Hassan appréciera. Merci, Monsieur Coquerel. C'était votre grande interview. Bonne journée. Merci.